Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Suzanne Priest et je suis consultante en pratique à la IAANB. Je voulais commencer le webinaire en me présentant en tant qu'employée relativement nouvelle, afin que vous ayez un nom et un visage qui vous soient familiers. Vous voyez sur la diapositive mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter les jours ouvrables au sujet de la pratique des IAA, y compris la conversation que nous allons partager aujourd'hui sur l'inconduite sexuelle. Notre présentation est intitulée « Quand une relation pas si thérapeutique mène à l'inconduite sexuelle ». Le contenu du webinaire est intégré à nos documents ici à la IAANB, ainsi qu'au Code de déontologie de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, à certains documents de référence de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, qui a mené des recherches concernant l'inconduite sexuelle. Aussi, nous faisons référence à un document de l'Ordre des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse intitulé « Limites professionnelles et la relation infirmière-client ». Sur cette première diapositive, vous allez voir un diagramme créé à partir d'informations tirées des compétences d'entrée du Code de déontologie et des normes de pratique. J'aimerais que vous sachiez que tous les professionnels infirmiers réglementés, y compris les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, doivent faire preuve de professionnalisme en tout temps, dans tous les contextes de pratique, et que cela est confirmé par ces 3 documents qui guident notre pratique. En examinant ces documents, on voit clairement que les IAA doivent se comporter de manière à préserver l'intégrité et à maintenir les valeurs, ce qui inclut la relation thérapeutique avec les clients. Je voulais donc attirer notre attention aujourd'hui sur la section centrale de l'écran avec le Code de déontologie, où il est dit que les IAA développent des relations thérapeutiques tout en maintenant des limites professionnelles. Elles comprennent que la relation infirmière-client exige de l'honnêteté, de la confiance, de l'intégrité, du respect, de l'intimité professionnelle et de l'empathie. Elles acceptent que le maintien des limites professionnelles relève de la responsabilité de l'IAA. Elles tiennent compte de l'impact potentiel de la divulgation de soi sur la relation thérapeutique. La diapositive suivante provient de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Sur le côté gauche, vous verrez des définitions provenant du Code de déontologie. Et du côté droite, la réalité. Il s'agit d'un jargon plus commun de tous les jours. Je voulais attirer notre attention sur le courage éthique, défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. C'est plus facile à dire qu'à faire. La confrontation n'est pas quelque chose que nous aimons et souvent, le courage éthique n'est pas un événement ponctuel. Il peut durer des semaines, voire des mois. Avoir du courage n'est donc pas un chemin facile à parcourir. Le désengagement éthique consiste à ignorer ce que l'on sait être vrai et à justifier ses actions ou celles d'un collègue. Ou encore à détourner le regard ou à mettre l'affaire sous le tapis, parce que l'on ne veut pas admettre que cela nous arrive à nous, à notre équipe ou à notre lieu de travail. Enfin, nous avons la détresse éthique. C'est-à-dire ce sentiment désagréable que vous ressentez lorsque vous savez que quelque chose ne va pas et que vous l'ignorez ou que vous en êtes au stade d'envisager une intervention. J'ai donc pensé commencer par le terme général de professionnalisme, car ce n'est pas quelque chose que l'on peut adopter et retirer uniquement pour les 8 ou 12 heures de travail. Il nous accompagne dès que nous devenons IAA ou professionnels de la santé autorisés. Quel que soit son titre, nous disons que nous savons et que nous reconnaissons que le professionnalisme est notre responsabilité. Le professionnalisme englobe l'apparence et les comportements, la capacité à faire son travail, la façon de parler et d'interagir avec les clients, ainsi qu'avec les collègues. Nous sommes un groupe de professionnels au sein de l'équipe soignante qui partagent des valeurs et une formation similaire, et chacun d'entre nous est responsable de ses propres actes. Sur cette prochaine diapositive, j'aimerais examiner la roue des caractéristiques de la relation infirmière-client, en commençant par la confiance. La confiance est essentielle pour que nous puissions parler d'inconduite sexuelle, car c'est là que tout commence. Nos clients sont dans une position vulnérable, et nous sommes chargés de les soigner et de veiller à leur bien-être,
lorsqu'ils sont dans cet état de vulnérabilité. Le respect. Nous devons reconnaître et apprécier la valeur de chaque personne et la traiter avec respect, quel que soit son diagnostic, son apparence ou ses antécédents médicaux. Le respect est attendu de nous dans toutes les situations de soi. L'intimité professionnelle. J'en parle aujourd'hui parce que c'est là que les choses peuvent se mélanger ou être mal interprétées en raison de la connotation qu'elles ont dans le monde public. Mais dans notre monde professionnel, l'intimité professionnelle est importante parce que nous voyons les gens dans leur état de vulnérabilité. Nous accomplissons des actes très intimes dans le cadre de nos soins de santé, qu'il s'agisse par exemple d'aider quelqu'un à s'habiller ou à se déshabiller, de lui donner un bain, de mettre en place une perfusion ou d'insérer un cathéter. Ce sont tous des moments d'intimité professionnelle et il n'y a pas de mal à utiliser ce mot, et je veux que nous nous habituions à utiliser le mot intimité dans sa connotation professionnelle. Ensuite, l'obligation fiduciaire consiste à mettre de côté ses propres besoins et à agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Nous devons éviter les conflits d'intérêts, et pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick, cela peut être vraiment problématique si l'on attend de vous que vous fournissiez des soins à quelqu'un avec qui vous avez grandi, ou à un voisin, ou peut-être même à quelqu'un de votre famille, selon la grandeur de votre centre de santé, de votre foyer de soins ou de votre hôpital. Dans ce rôle, vous devrez peut-être fixer une limite et avoir cette petite conversation. Je sais que nous sommes voisins ou que nous sommes allés à l'école ensemble, mais dans cette situation, je suis votre IAA et je dois parler et agir dans le cadre de mon rôle professionnel lorsque je vous fournis des soins infirmiers. Enfin, discutons le pouvoir. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec l'idée de dire que l'on a du pouvoir en tant qu'IAA, mais le déséquilibre des pouvoirs est réel. Nous sommes en position de pouvoir et nous devons l'accepter, et nous en souvenir lorsque nous établissons et maintenons cette relation thérapeutique. Parlons maintenant des violations de limites. Les violations des limites, que nous considérons souvent comme un acte de maltraitance, peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires. En tant que prestataires de soins, nous devons établir des relations et interagir avec nos clients, comme nous l'avons dit dans les diapositives précédentes, d'une manière qui soit utile. Il faut se rappeler que nous aidons à nos clients à atteindre leurs objectifs potentiels en matière de santé. En d'autres termes, nous devons agir et faire en sorte d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si un prestataire de soins franchit cette ligne, il peut en résulter ce que nous appelons une violation des limites. Celle-ci cause beaucoup de tort aux clients qui profitent de soins au moment même où la violation des limites se produit. Il peut s'agir, par exemple, d'une relation amoureuse avec un patient actuel ou antérieur au cours de l'année écoulée. D'une divulgation excessive de soi, c'est-à-dire d'un partage excessif de votre ou leur vie personnelle, qui n'a rien à voir avec la situation de soins de santé dans laquelle ils se trouvent et qu'ils vivent. Ensuite, emprunter ou accepter de l'argent n'est jamais acceptable. Et s'impliquer dans leurs relations personnelles, sortir, flirter et autres choses de ce genre, n'est pas non plus acceptable. J'aborde ce dernier point parce que de plus en plus d'IAA, d'infirmières immatriculées, et même de médecins et de physiothérapeutes, travaillent à leur propre compte, que ce soit à temps plein ou à titre secondaire. Il est donc important de dire que la vente de produits pour promouvoir votre entreprise personnelle n'est pas acceptable et qu'elle est considérée comme une violation des limites. Sur cette diapositive, je vais évoquer certains éléments liés aux violations extrêmes des limites. Je voudrais attirer notre attention sur le petit triangle au milieu, duquel se trouve la relation thérapeutique entre l'IAA et le client. C'est là que nous voulons être, dans cette zone d'aide. Nous ne voulons pas négliger ou éviter les gens, c'est-à-dire nous impliquer trop peu, mais nous ne voulons pas non plus nous impliquer trop. Aujourd'hui, avec le thème de l'inconduite sexuelle, il s'agit de savoir si nous sommes trop impliqués du point de vue romantique ou sexuel dans une relation d'inconduite potentielle. C'est pourquoi nous avons placé ce point ici, pour montrer que nous voulons être dans cette zone d'utilité, ni trop à droite, ni trop à gauche. Il faut garder à l'esprit que si vous allez trop loin à gauche et que la personne est toujours sous votre responsabilité,
Vous aurez probablement la difficulté à ne pas aller trop loin à droite et à être trop impliqué et vous voudrez l'éviter. C'est pourquoi il y a des conséquences à long terme. Encore une fois, je voulais juste montrer que nous ne pouvons pas faire de favoritisme ou parler en mal de nos collègues ou de notre employeur dans son ensemble. Nous ne pouvons pas garder de secrets. Ce sont tous des signes d'alerte dont nous devons être très conscients. Entrons donc dans le cœur de la présentation, définir l'inconduite sexuelle. Les recherches montrent que les comportements sexuels répréhensibles sont rarement spontanés. Ce n'est pas comme si vous entriez dans une pièce et que vous aviez un problème d'inconduite sexuelle, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Les professionnels infirmiers qui ont été accusés d'inconduite sexuelle ont souvent recours à ce que nous appelons des techniques de manipulation ou préparer une victime. Les informations que je partage sur cette diapositive et la suivante proviennent de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Ce qui signifie préparer une victime, c'est que vous construisez une relation d'une manière qui, au fil du temps, vous désensibilise, vous et le client, aux violations des limites. Vous vous souvenez que nous avons parlé de ce sentiment de dégoût lorsqu'il s'agit de votre éthique? Eh bien, cela commence à s'éroder lentement. Au début, il peut sembler gênant et bizarre, mais ensuite devient normal, et vous pouvez trouver des excuses pour dire que c'est correct. Examinons plus en détail les techniques de manipulation. Parmi les techniques de manipulation mentionnées dans certains des cas étudiés au Canada, on peut citer les suivantes. Accorder une attention particulière au patient. Discuter de ses problèmes personnels en tant qu'IA. Communiquer par voie électronique, que ce soit au travail, pendant la pause ou à la maison. Lorsqu'il y a eu un échange de numéros de téléphone et que l'on envoie des textes ou que l'on cherche quelqu'un sur les médias sociaux. Faire des gestes ou des commentaires romantiques, donc le flirt, peut être le langage corporel, vos yeux, votre sourire. Faire ces gestes ou commentaires romantiques, par écrit ou verbalement, peut être une technique de manipulation. Au début, cela peut être un peu gênant, mais ensuite cela devient très flatteur. Offrir des cadeaux. Si vous apportez des cadeaux ou en recevez, cela peut être une forme de manipulation. L'intégration familiale. Si vous commencez à vous impliquer dans la famille du client, ou si elle commence à s'impliquer dans la vôtre. Encore une fois, dans ce monde de médias sociaux, cela peut devenir quelque chose de très facile. Il y a quelques années, lorsque les relations se faisaient uniquement en personne, il fallait souvent un certain temps pour que la manipulation atteigne le stade où vous sortiez et étiez vus en public ensemble. Mais dans le monde électronique, il peut se passer beaucoup de choses que nous pensons être derrière des portes closes, alors qu'en réalité, rien n'est sûr sur les médias sociaux. Et puis, fournir un accès supplémentaire aux drogues est une technique de manipulation. Puis, plus loin dans la liste, exposer ou créer de la pornographie. C'est-à-dire, là encore, des images visuelles qui pourraient être envoyées par voie électronique ou des vidéos qui sont réalisées. Cela nous amène à discuter quelques signes précurseurs. L'inconduite sexuelle peut se produire dans n'importe quel établissement de soins de santé, alors ne pensez pas que votre lieu de travail en est exempt, car ce n'est pas le cas. En évoquant ces signes précurseurs et les techniques de manipulation de la diapositive précédente, j'espère que nous serons en mesure de les reconnaître plus tôt et que nous saurons les signaler et intervenir. S'il s'agit de vous dire, vous savez quoi, je m'apprête à dépasser une limite importante, je dois m'arrêter et réévaluer ce qui se passe. Voici donc quelques signes précurseurs. La communication de coordonnées personnelles à un patient. Communiquer par voie électronique, comme nous l'avons vu. Offrir des cadeaux. Passer du temps avec le patient en dehors des heures de travail. Par exemple, si vous allez passer du temps avec quelqu'un pendant votre pause, ou si vous venez pendant vos jours ou nuits de congé. Si vous pensez souvent à cette personne lorsque vous n'êtes pas au travail. Si vous commencez à changer d'affectation pour vous occuper d'un patient spécifique. Si vous commencez à vous sentir sur la défensive, si quelqu'un vous pose des questions sur vous et ce patient. Lorsque vous commencez à vous dire « Je ne pense pas qu'ils les comprennent autant que moi » ou qu'ils ne peuvent pas faire un aussi bon travail que moi dans leurs soins infirmiers.
garder des secrets avec le patient, ou peut-être avec un collègue de confiance au sujet d'un patient. Et finalement, s'habiller différemment pour un patient particulier. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques exemples d'inconduites sexuelles signalées. Peut-être difficile de le croire, mais c'est vrai. Si un endroit est confronté à ce problème, il pourrait y en avoir d'autres, et c'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui. Il y a des relations professionnelles qui atteignent le point de violation des limites, notamment regarder ensemble de la pornographie. L'envoi ou la réception de vidéos ou d'images pornographiques, de textes ou d'appels téléphoniques inappropriés et non professionnels. Exposer des parties du corps à des fins sexuelles. Attouchement, l'IA touche une personne dont elle s'occupe ou permet à quelqu'un de la toucher à des fins sexuelles. Utiliser des mots à des fins sexuelles, que ce soit par écrit ou par téléphone en personne. Par le biais d'une sorte de chat sur les médias sociaux, virtuellement, ou par toute forme de télécommunication. Et enfin, les rapports sexuels. Nous arrivons à la fin de la présentation, mais je voulais revenir sur le concept de maintien des limites professionnelles et sur ce que vous pouvez faire. Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous sommes dans une position de pouvoir, et nous devons réaliser qu'il y a notre espace, l'espace du client, et la zone de démarcation. Nous sommes responsables de l'établissement, du maintien et de la cessation de la relation entre l'infirmière et le client. Nous devons faire passer les besoins du client en premier. Même si vous avez l'impression qu'en dehors du travail, vous pourriez être amis ou qu'en dehors du travail, vous pouvez vous imaginer avoir une relation romantique avec cette personne. Nous devons le reconnaître et faire ce qu'il faut pour y mettre fin. Soyez conscient des conflits d'intérêts. Si vous êtes conscient de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel, par exemple, vous et le patient ou membre de sa famille avez une relation dans le passé. Vous devez en faire part à votre infirmière gestionnaire ou à la personne de confiance qui occupe un poste de direction officielle et lui dire qu'il est dans votre intérêt, si possible, de ne pas vous occuper de cette personne. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez expliquer pourquoi, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement dire que cela vous met dans une position où il sera difficile de maintenir des limites professionnelles. Ne vous dévoilez que dans les situations où c'est bénéfique pour le client. Par exemple, s'il s'agit d'un diabétique nouvellement diagnostiqué et que vous êtes ou qu'un membre de votre famille est diabétique, partager quelques conseils ou aider la personne à s'en sortir en faisant preuve d'empathie est une chose. Mais si vous entrez dans les détails de nombreuses choses qui sont liées ou non au diabète, c'est là que vous risquez de dépasser les limites professionnelles. Cela peut donc commencer de manière innocente, mais peut ensuite devenir de plus en plus personnel. L'utilisation professionnelle des médias sociaux. Nous avons un webinaire à ce sujet, et il en est fait mention dans les documents et les codes de déontologie. Étant donné que la société dans son ensemble utilise les médias sociaux quotidiennement et que les médias sociaux sont devenus une norme, accepter des personnes comme amies, même si vous ne les avez rencontrées qu'une fois, devient une habitude normale pour de nombreuses personnes. Accepter une demande d'amis de la part d'un client n'est pas un comportement acceptable. Nous devons donc en parler et réitérer que pour maintenir des limites véritablement professionnelles, vous ne pouvez pas être ami virtuellement ou en personne avec des clients. Vous devez savoir faire la différence entre être amical, jovial, agréable, empathique ou compatissant par rapport à l'amitié, la passion et aux violations des limites. Enfin, il n'est jamais acceptable de flirter avec un client ou un ancien client. Si vous le faites, il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas acceptable. J'ai donc pensé terminer aujourd'hui en présentant cet outil de prise de décision. Ce dernier provient du NSCN et vous guide si vous vous trouvez dans une situation, peu importe si vous êtes une infirmière responsable et que vous entendez parler d'une situation ou que vous êtes confronté à une situation. Si vous vous demandez « est-ce que ma collègue » ou « est-ce que j'entre dans une zone dangereuse de dépassement de limites ?» cet outil devrait vous aider. En premier, nous nous demanderons si le comportement est conforme aux normes de pratique et au code de déontologie.
Si vous ne connaissez pas, vous pouvez consulter vos normes de pratique et votre code de déontologie. Vous pouvez envoyer un courriel ou téléphoner à la IAANB, mais familiarisez-vous avec vos normes et votre code de déontologie. Si le comportement n'est pas conforme, vous devez arrêter. Si vous pensez que oui, le comportement est conforme, passez à la question suivante. Le comportement répond-il à un besoin thérapeutique prévu dans le plan de soins du client? C'est là que peuvent se dérouler certaines conversations secondaires qui n'ont rien à voir avec le plan de soins du client. Si cela n'a rien à voir avec ses objectifs de santé ou son plan de soins, vous devez être très prudent, très attentif et considérer cela comme un signe précurseur. Ensuite, le comportement est-il conforme à une conduite digne d'une IAA? Si ce n'est pas le cas, vous devez arrêter. La plupart d'entre nous savent si un comportement est acceptable ou non, et si vous déterminez qu'il est acceptable, passez à la prochaine question. Et enfin, ce comportement est-il quelque chose que vous voudriez que les autres sachent? Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre fin à ce comportement. Et si c'est le cas, si vous pouvez répondre par l'affirmative à toutes les questions ci-dessus, vous pouvez procéder et documenter. Reprenons l'exemple que j'ai donné au début, au sujet d'un client qui vient d'être diagnostiqué avec le diabète, et vous ou quelqu'un proche de vous a le diabète. Vous voulez partager certaines choses qui ont fonctionné pour vous et votre famille. Si vous pouvez passer par là et croire que c'est toujours thérapeutique, alors continuez et documentez si vous avez fait de l'enseignement ou quoi que ce soit d'autre. Je pense donc que cet outil de prise de décision vous sera utile. Dans l'ensemble, la plupart d'entre nous savons si ce que nous faisons, ce que nous disons, ainsi que si les actions que nous entreprenons constituent ou non un dépassement des limites ou s'il s'agit ou non d'un comportement de négligence ou d'évitement. Cela étant dit, si vous avez besoin d'un outil de prise de décision, celui-ci devrait vous aider. Ceci conclut notre présentation sur l'inconduite sexuelle. Pour des ressources sur la pratique, visitez notre site web sous l'onglet Membres. Pour toute question concernant la pratique de l'IAA, vous pouvez contacter la IAANB par téléphone ou courriel, tel qu'indiqué sur l'écran. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée.